Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En Guinée, le nouvel homme fort, Mamadi Doumbouya, promet un gouvernement d'union nationale et pas de chasse aux sorcières. Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition, a déclaré le chef putschiste, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, dans un discours, sans pour autant préciser la durée de la concertation ni de la transition. Le comité mis en place par les putschistes a tenu à rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Mais à qui profite réellement ce coup d'État contre le président Alpha Condé? Que cachent tous ces événements? Suivons maintenant le décryptage de la situation par les analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Guinée-Conakry, à qui profite la chute de Alpha Condé? Mesdames, messieurs, vous le savez déjà depuis hier, Alpha Condé n'est plus le président de la République de Guinée-Conakry. Les officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé hier dimanche avoir capturé le président Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et dissous les institutions lors d'un coup d'État qui pourrait sonner la retraite d'un vétéran de la politique africaine, mais condamné, il faut le dire également, par bon nombre d'Africains. Aucun mort n'a été rapporté ce dimanche malgré les crépitements intenses d'armes automatiques entendues dans la matinée dans la capitale de ce pays coutumier des confrontations politiques brutales. L'apparent épilogue de plus de 10 années de régime Condé a donné lieu à des scènes de liesse dans différents quartiers de la capitale. Nous avons décidé, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions dont le gouvernement a déclaré dans une vidéo le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, au nom d'un comité national du rassemblement et du développement aux côtés des putschistes en uniforme et surtout en armes. D'ailleurs, cette vidéo, nous vous l'avons très bien montrée hier à plusieurs reprises. Il a également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ce pays d'Afrique de l'Ouest, plongé depuis des mois dans une grave crise économique et politique. Dénonçant la gabégie, le lieutenant-colonel Doumbouya, enveloppé dans un drapeau guinéen, a promis d'engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Dans une déclaration à la télévision nationale qui a brièvement interrompu ses programmes. Les putschistes ont également diffusé une vidéo du président Condé entre leurs mains. Ils lui demandent s'il a été maltraité. Alpha Condé, 83 ans en jeans et chemise froissée, dans un canapé, refuse de leur répondre. Cette vidéo également, nous vous l'avons montré hier. Dans la soirée, ils ont annoncé au journal télévisé un couvre-feu à partir de ce lundi dès 20h sur toute l'étendue du territoire national guinéen. Le remplacement des membres du gouvernement par les secrétaires généraux de chaque ministère pour expédier les affaires courantes et celui des préfets, sous-préfets et gouverneurs de région par des militaires. Eh bien, vous avez compris, ce sont les militaires qui vont prendre le pouvoir dans toutes ces régions. En outre, il appelle les fonctionnaires à reprendre le travail dès ce lundi et convoque les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion ce lundi à 11h heure locale du côté de la Guinée-Conakry sous peine d'être considérés, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs hier soir, comme rébellion contre le CNRD. Entendez, le Comité national du rassemblement et du développement. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Depuis que Alpha Condé a été arrêté, les secrets sortent des tiroirs. Mesdames, messieurs, c'est le cas de cette vidéo que nous allons vous montrer tout à l'heure, qui circule depuis hier et qui nous apprend que le président Alpha Condé voulait couper le cordon ombilical du paternalisme avec la France. Nous l'écoutons ensemble. Retour sur une sortie médiatique très remarquée. Alpha Condé, le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, s'est récemment fait remarquer par ses propos tenus à Abidjan et à Paris. Alpha Condé s'est montré ferme sur sa volonté de couper le cordon ombilical avec la France, l'ancienne puissance colonisatrice. Des propos qui ont semblé déplaire à certains de ses pairs, notamment au président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique tenue fin mars à Abidjan, les deux hommes se sont accrochés verbalement. Steve Gabangena et Fabrice Amvama décryptent ce moment. Alpha Condé, le président de l'exercice de l'Union africaine, est bien décidé à mettre un terme à la domination française en Afrique. Lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est déroulée à Abidjan du 28 au 30 mars, le président guinéen a tenu un discours jugé polémique. Celui-ci a préconisé la coupure du cordon ombilical avec la France, ancienne puissance colonisatrice. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et ils peuvent développer mieux que les étrangers. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale.
coupons le cordon ombilical et soyons africains. Des propos qui n'ont pas plu à certains de ses homologues présents, en l'occurrence celui du pays hôte Alassane Dramane Ouattara. Durant son allocution, il a réagi en voulant recadrer le chef d'État guinéen pour son discours jugé engagé, en soulignant que celui-ci n'aurait pas dû tenir publiquement ses propos tels qu'il l'a fait. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Une précision qui a suscité des rires et des applaudissements de toute l'assistance, pas certainement du goût du président Alpha Condé, qui a immédiatement apporté la réplique avec des signes de désapprobation. Alassane, moi j'assume ce que je dis. La tension commençait à être perceptible et pour calmer le jeu, le président ivoirien s'est défendu. Des mots taquins qui ont fini par détendre l'atmosphère. Bien, mon cher conseiller politique, voilà, vous êtes égal à vous-même. Merci beaucoup. Alpha Condé reste d'ailleurs ferme sur ses positions. La preuve, lors de sa visite d'État à l'Élysée le 11 mars dernier, le chef de l'État guinéen plaidait pour une autonomie du continent africain dans la résolution des problèmes qui lui sont propres. Il faut qu'on accepte que l'Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr, il y a des principes universels de la démocratie, mais il faut qu'on cesse de prendre l'Afrique comme un seul État. Il y a beaucoup d'États avec des différences, donc il y a moins de dogmatisme et qu'on nous laisse définir nos voies. S'il n'y a pas de stabilité, de continuité, nous ne pourrons pas nous développer. Dans cette requête figurait la situation actuelle de Laurent Gbagbo, incarcéré depuis novembre 2011 au quartier pénitentiaire d'une cour pénale internationale très contestée par de nombreux chefs d'État africains, sous l'accusation de crimes contre l'humanité. L'idée portée par M. Condé, au nom de plusieurs de ses homologues d'Afrique de l'Ouest francophone, serait d'œuvrer pour une liberté conditionnelle de l'ex-chef de l'État ivoirien. Merci justement nos confrères de la radio-télévision de Guinée-Conakry pour cet élément qui est sorti justement des tiroirs pour nous faire comprendre que, eh bien, Alpha Condé voulait à tout prix couper le cordon ombilical avec le paternalisme français et voulait justement que les hommes d'affaires africains puissent permettre justement aux pays africains d'émerger et surtout de se développer. Paul est là, votre réaction après justement cet élément et sans oublier bien sûr de ce qui s'est passé tout au long de la matinée d'hier en Guinée-Conakry. Alors, la première chose que m'inspire ce énième coup d'État en Afrique et en Guinée-Conakry également, pardon, c'est que nos chefs d'État qui font des mains et des pieds pour être au service de la France, au service de l'Occident, au service de l'impérialisme hégémonique occidental, doivent lire les faits historiques. Ils doivent avoir une bonne lecture de ce qui se passe et se rendre compte qu'en réalité, comme le général de brigade Charles de Gaulle le disait lui-même, la France n'a pas d'amis, elle n'a que d'intérêts. Et donc, il faut que nos chefs d'État, qui pensent, ceux qui sont en poste ou ceux qui sont dans une opposition factice, mais qui en réalité sont sous la coupole de l'hégémonie impérialiste occidentale, qu'ils sachent que s'ils veulent vendre leurs âmes pour servir la France, l'Occident, plutôt que leur peuple, ils savent ce qui les attend. Ils savent qu'à tout moment, ils vont être reniés, qu'à tout moment, ils vont être rejetés, qu'à tout moment, ils vont être vomis, à partir du moment où ils ne feront plus le jeu de leur maître. Donc ça, c'est une leçon très importante que nos chefs d'État, que nos actuels et en poste, et ainsi que nos opposants qui ont des velléités de chefs d'État, il est important, il est impératif que eux, s'ils ont encore cette lucidité-là, qu'ils comprennent que c'est un chemin qui mène à la ruine de leur vie, la ruine de leur pays, la ruine de leur carrière, la ruine de l'Afrique, que de se soumettre comme ça aux injonctions impérialistes occidentales qui n'ont d'intérêt que pour leur desiderata, que pour leur projet, pour leur plan machiavélique, et donc jamais pour l'Afrique, et encore moins pour ces individus qui malheureusement se couchent et font le jeu de la France, de l'Occident, contre leur peuple. Ça, c'est la première leçon que les Africains en général doivent tirer, et les chefs d'État et ceux qui aspirent à ces hautes fonctions dans leur pays.
Et s'ils comprennent ça, si nous, les peuples, nous comprenons ça, alors nous saurons mieux à qui donner nos votes, en sachant que plusieurs loups sont dans la bergerie, que les endocolons sont à l'œuvre, tapis dans l'ombre, et même pas seulement dans l'ombre, ils s'affichent, ils s'assument. Et quand vous voyez dans cette vidéo que vous avez montré un président d'un pays africain qui... Vous pouvez donner son nom, hein? Non, je préfère pas, je veux pas gâcher ma journée non plus. Je vais dire, je choisis les noms de qui je prononce. Et donc, je dis, quand vous voyez un chef d'État africain qui est frustré, qui est embarrassé, qui est embêté parce que un autre chef d'État évoque la nécessité d'autodétermination des peuples africains en lui rappelant qu'on est en direct, ça veut tout dire, ça veut dire on nous suit, fais attention, on pourrait le dire de façon cachée mais pas comme ça à Mondovision, ça veut bien dire les liens d'esclavage qui continuent de tenir un bon nombre d'hommes et de personnalités politiques dans notre chère Afrique, qui malheureusement est encore un peu trop, beaucoup trop infesté de brigands, de voyous et de nègres de maison qui justement ne sont là que pour faire le jeu du colon. Et donc, ça c'est la première leçon que je peux tirer de cette situation en Guinée-Conakry, qui parle à l'Afrique en réalité. Alors, maintenant, j'ai entendu beaucoup de gens se réjouir, parmi lesquels des Africains, des panafricains, c'est leur droit, se réjouir de ce que Alpha Condé, le soumis, comment dire, le transfuge de la France, parce qu'on sait très bien par quel moyen il est arrivé à la tête de l'État guinéen. C'est des chars français aussi. Exactement, c'est la France qui l'installe, c'est un secret de polichinelle. Et j'ai donc vu, et on sait comment il a brigué son 3e mandat, c'était au forceps, alors qu'il a dû tripatouiller la Constitution pour y rester, et avec une fois de plus la bénédiction de la France, sa mère patrie et son encadreur. Et donc, il y a bien lieu de se poser les bonnes questions, puisque aujourd'hui, on se réjouit, enfin pour un bon nombre de panafricains, parce que Alpha Condé, donc l'endocolon est tombé, mais en réalité, je reste dubitatif, je reste interrogatif sur celui qui le remplace, à savoir le colonel Mamadi Doumbouya. Oui. Tout simplement parce qu'on a vu que vers la fin, parce que ce qui est important finalement pour moi, je ne peux pas jurer de la velléité ou de la dynamique de conversion d'Alpha Condé, je ne peux pas jurer parce que je n'ai pas plus d'éléments que ça, mais certains dans les couloirs disent qu'il était en train de retourner sa veste, en tout cas de réclamer cette autonomie. On l'a vu dans cette vidéo là où il avait quand même déjà des velléités de reprise en fait en main de l'autonomie africaine. Mais si c'est vrai que ça se dit, alors on a déjà une piste d'analyse pour ce coup d'État. Parce que on a vu ce qui s'est passé avec le maréchal Idriss Déby. On a vu que son assassinat, en réalité, était étroitement lié à certaines prises d'opposition ouvertes et officielles qu'il affichait comme ça dans certaines sorties médiatiques. Et donc, ce n'est pas de bon ton de se rendre compte que Alpha Condé, qui n'est évidemment pas le modèle de panafricain que l'Afrique recherche, mais qui en tout cas, si on s'en tient à ce que cette vidéo nous montre et à ce que certaines choses se disent dans les couloirs, à savoir qu'il est en train de se retourner contre la France et on va dire, de renaître en fait de son endormissement colonial, on peut comprendre à l'aune d'autres exemples en Afrique que la France en fait qui ne supporte pas des retournements de situation, des retournements de veste et de la traîtrise en fait dans son camp, peut avoir donc suscité ces coups d'État-là. Alors, si on veut pousser l'analyse un peu plus loin, on va se dire, sans conclure, mais on va quand même observer que la France a souvent utilisé des anciens légionnaires de l'armée française pour les mettre au pouvoir, pour remplacer en fait
ce qu'elle considérait ne plus correspondre à ses désidératas impérialistes. Et on voit bien, on se souvient, on peut vérifier, on voit bien que le colonel Mamadi Doumbouya est un ancien légionnaire de l'armée française, qu'il est allez savoir, moi je ne tire pas de conclusion, je donne quelques indices, qu'il est lui-même français, franco-malien, qu'il est marié à une gendarme, une officier de l'armée française en exercice, et qu'il avait quand même en 2018 déjà participé à un certain nombre de séances d'entraînement militaire sous la coupole de l'ambassade des États-Unis en Guinée-Conakry. Autant de choses qui laissent songeur et qui laissent intact le doute jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire et qu'on se rende compte en réalité, il s'agissait d'un coup d'État patriote qui veut mettre fin justement à l'hégémonie française. Ça, je reste dubitatif là-dessus, je reste dans l'interrogation et c'est sûrement grâce aux avis et analyses éclairées des autres copanélistes sur ce plateau qu'on va pouvoir avancer et grâce également aux informations qui vont arriver au fur et à mesure que les faits vont se dérouler. Alors, la dernière chose de cette prise de parole qui m'interpelle et qui me donne envie de regarder de près cette situation-là, c'est la situation géostratégique. C'est la situation géostratégique. Vous savez comme moi, et c'est encore un secret de polichinelle, que la France, qui est le cache-sexe de l'impérialisme occidental, le garçon de course en fait de toute la mafia, de ceux qui tiennent les ficelles et qui pensent faire du monde leur terrain de jeu, vous savez tous que la seule chose qui intéresse, c'est cette bande de voyous-là, c'est les richesses du sol et du sous-sol en Afrique. Alors, posons-nous la question. De quoi regorge la Guinée, la Guinée-Conakry. Vous avez la vous tous alors depuis hier, vous avez un problème avec la Guinée-Conakry. Vous avez la bauxite. Je vous rappelle que la Guinée-Conakry est le 5e producteur mondial de bauxite et qu'elle regorge de plus de la moitié des réserves en bauxite de toute la planète. Je vous rappelle également que c'est du fer, c'est de l'or et c'est plein d'autres richesses du sol et du sous-sol. Je rappelle également que la Guinée-Conakry a une frontière avec au moins 800 km avec le Mali. Et parlant de géostratégie, on sait très bien que actuellement au Mali, on connaît la situation de sahélo-sahélienne militaro-politique que la France et l'Occident mènent dans le Sahel justement pour maintenir leur armée d'occupation et donc continuer de spolier les richesses du sol et du sous-sol du Sahel et notamment malienne. Et vous vous rappelez on se rappelle bien que le Mali aujourd'hui est coupé en deux du fait justement du machiavélisme occidental qui a coupé ce pays-là, qui en réalité sont des frères. D'un côté, vous avez au nord les Touaregs avec l'Azawad et de l'autre côté, vous avez le sud. Mais vous vous rendez compte que la Guinée-Conakry se retrouve au sud du Mali et qu'on pourrait logiquement penser que le Mali, qui est déjà coupé par le nord, veut être pris également par le sud, où il occupe 800 km environ de frontière avec la Guinée-Conakry, avec le Mali, et donc, ça laisse songeur. Alors, vous avez aussi la Guinée-Conakry qui a une portion de mer très importante sur l'océan Atlantique, qui rejoint le golfe de Guinée, qui constitue une entrée idéale pour le golfe de Guinée, qui représente une des cibles privilégiées de l'impérialisme occidental. Enfin, vous avez, au niveau du Mali, politiquement, vous vous souvenez que le Mali et le colonel Assimi Goïta, qui a été porté par le Conseil national de transition, mais avant, le 20 janvier, par les populations révolutionnaires qui ont mis fin au régime d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, vous vous rappelez qu'ils sont soumis à une pression occidentale depuis peu pour leur mandat de transition
qui se termine le 22 janvier, où on leur met une pression, une pression est mise sur le président du CNT, Assimi Goïta, donc le colonel, pour qu'il organise des élections dans un Mali où règne le chaos et l'insécurité, alors que sa mission principale et première, c'était donc de sécuriser le Mali. Et ce 22 février, qui est une date butoir pour laquelle mettent la pression l'ONU et les organisations internationales, notamment les pays occidentaux, on se demande, est-ce que c'est un hasard de calendrier que pendant qu'ils mettent la pression sur le président Assimi Goïta pour en réalité le faire partir et pouvoir installer leur homme lige comme d'habitude, est-ce que ce timing de calendrier avec un coup d'État au sud du Mali, donc en Guinée-Conakry, est-ce que c'est de bon augure? Est-ce que ce n'est pas là des calculs, des tactiques géostratégiques justement pour continuer de déstabiliser le Mali, le Sahel et donc mettre la main sur le golfe de Guinée? Merci à vous, Paul, pour cette première prise de parole. Docteur Bénékis Krizé, on ne va pas également oublier de dire à nos téléspectateurs que la Guinée-Conakry, c'est 3 coups d'État en 60 ans, et sans oublier de multiples tentatives réelles ou supposées, on va le dire comme ça, de tentatives de coups d'État. En Guinée, on a l'impression que c'est l'armée qui a toujours joué l'arbitre ultime des joutes et surtout des transitions politiques. Était-ce un mandat de trop pour Alpha Condé? Disons, Alpha Condé entre espoir et déception. Par son parcours en tant qu'opposant historique. Mais il faut s'interroger encore et encore. Lorsqu'on parle d'opposant historique, cette étiquette échue à Alpha Condé, nous savons qu'il a été fabriqué par la France contre un panafricaniste qui était Ahmed Sékou Touré. Oui. Le mal de la Guinée est d'avoir eu à sa tête un homme comme Sékou Touré, un panafricaniste dans l'âme. Il est parmi les pères fondateurs du panafricanisme africain et donc parmi ceux qui voulaient qu'il y ait une véritable intégration politique du continent africain. Il a pris part à la conférence de Casablanca, côté de Nkrumah, Lumumba, Nasser et le Mohamed V. Nous reviendrons peut-être lors d'une autre mission spéciale autour de cette problématique-là du visage panafricain de l'Union africaine pour interroger le virage que prend l'Union africaine contre le destin même de l'Afrique. Mais revenons à l'actualité de la Guinée. Lorsque vous prenez Alpha Condé, oui, il est fabriqué par la France pour renverser politiquement le régime de Sékou Touré. Maintenant, à un certain moment, les dérives autoritaires du régime Touré a commencé à susciter des doutes au niveau de la population. C'est vrai que la vision d'Ahmed Sékou Touré était noble. Il faut libérer l'Afrique. Avec cette phrase célèbre que nous connaissons de lui, lorsqu'il a dit nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'abondance ou la richesse dans l'esclavage. Donc vous voulez remplir notre table de mets succulents. Lorsque vous nous ligotez, nous sommes liés de mains et de pieds, on ne peut pas décider de notre avenir. Nous préférons être pauvres, mais dans la liberté. Souvenez-vous ce que la France a fait lorsqu'Ahmed Sékou Touré défie le président Charles de Gaulle à Mondovision, parce qu'il a pris cette décision devant de Gaulle, d'affranchir la Guinée de ce paternalisme français. Et après, il est sorti de la zone CFA. Ce sont des péchés. Si vous regardez aujourd'hui Haïti, le péché d'Haïti, c'est d'avoir eu un noir qui avait défait les armées coalisées. Et regardez aujourd'hui l'essor de Haïti. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des hommes capables de diriger ce pays, mais ils ont enregistré dans l'histoire un crime de lèse-majesté contre une vision impérialiste du monde. Le nègre qui s'oppose au blanc est un crime de lèse-majesté pour la vision que nous appelons le mondialisme aujourd'hui. Donc Sékou Touré fait partie de ces Africains, de ces Noirs, qui s'est inscrit dans cette liste-là. Et donc la Guinée équatoriale devient une poudrière défaite parce que Ahmed Sékou Touré a engagé ces peuples à s'autodéterminer vis-à-vis de la France. Maintenant, c'est vrai que les dérives autoritaires, comme je l'ai dit, avec tout ce que nous connaissons, des arrestations arbitraires, il y a beaucoup de choses que Ahmed Sékou Touré a quand même enregistrées. Et la France a sapé tous
les efforts économiques d'Ahmed Sékou Touré pour plonger la Guinée justement dans la pauvreté extrême. Par exemple, il a contrefait les billets de francs guinéens en abondance et introduit pour qu'il y ait inflation. Et vous savez, quand il y a inflation, il y a flambée de prix, il y a pénurie, etc., etc. Donc, tous les marasmes que nous connaissons. Mais le peuple guinéen, à un certain moment, pensait qu'Ahmed Sékou Touré ou les autorités de ces régimes étaient incapables pour gouverner le pays. Alors qu'en réalité, c'était la France. Et cette France-là crée donc quelqu'un. Alpha Condé. Alpha Condé arrive en sauveur, parce que le peuple guinéen l'a porté, opposant historique, etc. Ben, il arrive au pouvoir en 2010, de manière démocratique, entre guillemets. Il est là installé par la France. C'est un intellectuel. Beaucoup de cercles panafricanistes ont cru à un certain moment qu'il allait quand même faire sortir les peuples guinéens de toutes ces années sombres, entre guillemets aussi. Même s'il a été accompagné par la France et mis au pouvoir par la France? Effectivement, c'est ce que le peuple pense. Le peuple pensait cela. Parce que la misère était tellement extrême. Mais ce peuple-là ignorait que cette misère-là était fabriquée par la France. Et cette France-là même qui imposait Alpha Condé. Mais regardez les sorts, la magie du sort. C'est-à-dire, quand vous êtes moulé par une moule qui est rouillée, l'eau que vous allez sortir sera rouillée. Oui. C'est-à-dire que la source qui a fabriqué Alpha Condé pour combattre un africaniste, un panafricaniste clair, un panafricaniste affirmé, qui avait une vision Sékou Touré qui avait une vision pour l'autonomie africaine. Lorsqu'on a fabriqué quelqu'un dans les officines françaises, il y a un objectif. C'est ce que nous ne savons pas. C'est-à-dire que c'est comme une machine qui est fabriquée pour accomplir un objectif précis. L'objectif d'Alpha Condé était non seulement de combattre le régime Touré, mais aussi de remettre totalement les contrôles de la Guinée entre les mains de la France. Et une fois installée au pouvoir, la France a repris donc les contrôles de la Guinée. Je ne veux pas revenir sur la situation géologique de cette Guinée si riche, paradoxalement, dont le peuple croupit dans une misère atroce, acerbe, une misère extrême. Le peuple qui peine à vivre avec moins d'$1 par jour, comme on l'a dit régulièrement. Donc bref, Alpha Condé à un moment donné a incarné cet espoir, mais au fur et à mesure, il s'est révélé être un France-africain. Et du coup, toutes les cartes étaient biaisées parce qu'il était au service des maîtres, dont le seul objectif était de faire main basse sur les richesses de la Guinée. Du coup, c'est le chèque de l'intellectualisme africain engagé dans la politique. Parce qu'à un moment donné, on se disait que les Sékou Touré étaient des brutes, des marxistes. Maintenant, il faut laisser quand même une intelligence, parce qu'Alpha Condé, c'est une intelligence, l'une des intelligences affirmées en Afrique. Donc, un professeur émérite comme lui, on se disait, bon, il aura quand même cette vision-là d'organiser le pays politiquement et de faire ses mandats constitutionnels et laisser la continuité du pouvoir. Ce qui n'a pas été le cas. Une fois pris les goûts, parce qu'il sait que c'est la France qui est maîtresse. Et comme il était adoubé par la France, il se disait qu'il était capable de faire n'importe quoi. Mais souvenez-vous le même jet. Pourquoi est-ce que nous disons que la France est derrière ces coups d'État? Qui a installé Bokassa en Guinée, en Centrafrique? La France. Qui a installé au Togo Eyadema? C'est la France. Souvenez-vous, tout le monde était légionnaire. Je suis en train de vous prendre les exemples des anciens légionnaires qui ont pris le pouvoir. Voilà, des anciens légionnaires. Bokassa, qui a installé, je venais de parler de Bokassa, qui a installé au Congo-Brazzaville le capitaine Marien Ngouabi? La France. Même si on nous dit qu'il était marxiste, puisqu'ils ont établi le marxisme. C'est cela les jeux troubles de la France. On vous dit que ce sont des communistes qui ont pris le pouvoir au Congo, mais alors que c'est juste un emballage. C'est lui qui est derrière, c'est la France. Oui. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, sombre dans un coup d'État parce que la population croupit dans une misère extrême. Vous avez fait le lien entre la mort d'Idriss Déby avec cette chute. Laissez-moi vous dire que c'est confirmé. Pourquoi? À tout moment qu'un chef d'État, peu importe son parcours, peu importe les sources qui l'ont porté et établi au pouvoir, à un certain moment, avec tous les combats que mènent les vrais panafricanistes au quotidien et les cris
que poussent les Africains, il y a une certaine prise de conscience d'une certaine élite politique qui comprend que ça n'est de trop. Nous sommes riches. Nous pouvons par nous-mêmes, avec nos intelligences, développer nos pays. Je pense qu'Idriss Déby aussi a été installé au pouvoir par la France. Mais à un moment donné, nous avons toutes les vidéos qui montrent la rupture idéologique entre Idriss Déby et la France. Regardez les derniers discours d'Idriss Déby. Il indexait carrément la France comme étant responsable d'un certain nombre de malheurs, parce que la France veut avoir à tout prix les contrôles sur les pays africains. Lorsqu'il a opéré cette rupture-là, je disais dans une chaîne voisine, j'ai dit, il ne lui restera pas beaucoup d'années. Parce que la France accepte tout, sauf un chef d'État qui l'a servi, dit aux Africains que la cause de nos malheurs, c'est celui-ci. Pareille chose est arrivée à M. Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il prend le pouvoir, les Américains lui imposent 60% des revenus de la RDS de l'exploitation reviendront aux sociétés américaines et le Congo aura 40%. Kabila fait le semblant d'accepter, il prend tout le monde, les ambassades. Je vais vous montrer la vidéo. Lors de cette assise, Kabila prend la parole et dit, si vous voulez connaître les malheurs de l'Afrique, il faut regarder tous ces hommes blancs en cravate ici. Il indexe les ambassadeurs. Ce sont eux la cause de nos malheurs. Il est dit à Mondo Vision au stade. Il n'a pas eu 3 ans pour vivre. Avec plus de 17 coups d'État en moins de 3 ans. Il est mort. Parce que, justement, les impérialistes n'acceptent pas qu'un chef d'État, même si il a mangé sur les tables, mais qu'il tient un discours qui révèle les Africains. Regardez ce qui est arrivé à Lissouba au Congo-Brazzaville. Lorsqu'il a refusé l'aide du FMI et la Banque mondiale. Il était l'un des présidents africains qui était capable de payer les fonctionnaires congolais avec l'argent du trésor public congolais, sans avoir besoin d'une miette du FMI. C'était un mauvais exemple, il fallait l'enlever vite. On l'a enlevé. Pareil pour Mosé Kabila. Et donc Alpha Condé a eu à servir la France. C'est clair. Mais à la fin de sa vie, cet homme a quand même compris quelque chose lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine. Nous avons tiré sur lui à boulet rouge à plusieurs reprises pour lui rappeler qu'en tant qu'Africain, il devait rendre des comptes aux Africains. Il a soutenu les putsch qui a eu lieu en Zimbabwe. Il était président de l'Union africaine contre Robert Mugabe et nous l'avons condamné. Je pense, lors des émissions, lui avoir dit « tu subiras la même chose ». Aujourd'hui, c'est arrivé. Donc ça dit que dans cette actualité que nous sommes en train, face à laquelle nous sommes en train de naviguer, nous disons aux Africains et surtout aux chefs d'État africains, il faut savoir que lorsque vous mangez à la table du diable, vous êtes liés jusqu'à la fin de votre vie. Et peu importe le rélan du réveil ou du nationalisme auquel vous allez être pris à la dernière minute de votre vie, si vous n'avez pas pris le temps d'organiser une armée, si vous n'avez pas eu le temps de préparer, n'est-ce pas, une équipe d'industriels qui pourrait accompagner le développement de l'Afrique de manière autonome, vous resterez toujours sous le contrôle de ces gens. Voilà la rupture entre Alpha Condé et par exemple le président ivoirien. Il dit clairement, nous avons besoin que les entrepreneurs, c'est-à-dire l'investissement en Afrique, soit tenu par les Africains. Mais c'est un défi majeur, vous ne vous rendez pas compte. Regardez qui gère nos ports, nos aéroports, qui gère la plupart des industries de base en Afrique. Vous pouvez entendre Made in Africa, mais en réalité, ce sont les Français qui ont le monopole dans les secteurs industriels, dans la majorité des pays jadis colonisés par la France. Donc, quand cet homme dit qu'à un moment donné, nous avons besoin que nos investissements soient tenus par nos investisseurs africains, c'était déjà un coup de signal qui disait à la France, cet homme, il n'est plus important pour nous. Je vais chuter par là, Steve. Allons-y rapidement donc. Je chute par là. Regardez Mobutu au Zaïre. Mobutu, moi je l'ai appelé, je l'ai appelé, lorsque j'ai fui ce pays, je l'ai appelé un bouc engraissé par le pays occidental. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Et j'ai fui ce pays. J'étais encore trop jeune. J'ai dit, Mobutu, ce n'est pas un roi, c'est un bouc engraissé par le prairie occidental. Mais lisez alors ce livre, Retour à l'authenticité. Recours à l'authenticité. Lorsque Mobutu commence à émettre des idées d'affranchissement, il était inutile pour l'Occident. Il a tellement servi l'Occident, mais à la fin de sa vie, il a compris une chose, que nous pouvons aujourd'hui renverser la tendance. Et il l'a fait. Souvenez-vous que Mobutu convoquait les chefs d'État français au Zaïre.
Il pouvait te convoquer aujourd'hui, demain tu arrives aux Zaïre. Il le faisait. Il pouvait même convoquer les papes. Il le faisait. Il a atteint une dimension tellement élevée dans le contrôle de la géopolitique qu'il pouvait jouer les cartes. Mais seulement, il ne savait pas que ceux qui t'ont engraissé peuvent te dégraisser à tout moment. Et c'est ce que nous disons aux chefs d'État africains. Vous qui mangez sur la table, etc., pour le pouvoir, on ne gouverne pas pour gouverner. Quand vous voulez gouverner un peuple, il faut écouter les aspirations de ces peuples, en tenir compte à chaque pas de votre avancée sur cette lancée. Albert Anatola ici, comment comprendre que c'est toujours vers la fin de règne que certains chefs d'État sur le continent africain prennent conscience finalement que c'est leur peuple qui doivent servir, alors que dès le départ, ils servent justement ceux qui les ont mis au pouvoir. Hier, dans le cas de Feu Vert, nous avons mis sur la table beaucoup d'argumentaires. Parmi ces argumentaires, vous aviez une préoccupation majeure. Je commence d'abord par là pour détendre un peu l'atmosphère. Vous sollicitiez de condamnation des chefs d'État africains. Oui. L'Union africaine a donc condamné ce putsch. L'Union africaine a condamné ce putsch. Peut-être parce qu'ils nous ont écoutés. Qui sait? Le Nigeria a condamné ce putsch et d'ailleurs exige un retour à l'ordre constitutionnel. Le Ghana également a condamné ce putsch-là. Tenez-vous tranquille, le Quai d'Orsay a également condamné ce putsch. À travers le communiqué a été lu par qui, s'il vous plaît? Par le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay. Ce qui suppose donc que ce n'est pas une situation très intéressante. Auquel cas, Macron, dans sa posture de Missi Dominici, aurait himself pris la parole pour condamner et donner les directives appropriées. Quand j'ai dit cela, la thématique que vous mettez en débat ce matin me renvoie à un fait historique. Nous sommes au Tchad en 1990. À un moment donné, Hissène Habré exige de la France que non, vraiment il faut que... Il faut une rupture. Il faut une émancipation, n'est-ce pas, des Tchadiens. Je veux dire un affranchissement, n'est-ce pas, du Tchad et des Tchadiens. Il faut également une meilleure, une meilleure négociation en ce qui concerne le pétrole tchadien. Et il menace même de donner le contrat aux Chinois. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'en 1990, je crois que nous étions sous l'ère Mitterrand, ou si ce n'est pas Mitterrand, ça devait être Jacques Chirac. Voilà, Mitterrand. Et 90 c'est Mitterrand, 95 c'est Jacques Chirac. Voilà, vous savez, c'était pas très fort en histoire. Allons-y, on suit. Alors, en 90, donc, patatras. Les Américains et les Français dégagent Hissène Habré. Pour faire venir qui? Déby. Nous sommes en 2020. En 2020, M. Déby estime que franchement, d'où sortent les terroristes? Et s'ils tombent du ciel? Non. D'où viennent les armes? Ça tombe du ciel. La France. Qu'est-ce qui s'est passé? Patatras. Patatras sous la tombe. Dans la tombe tampon. Donc, ça veut dire que c'est classique. C'est classique. Hier, je vous indiquais également que derrière cette affaire se cachent de gros enjeux liés aux accords. Oui. Sinon au contrat. J'ai fait une digression, je reviens là-dessus ce matin, j'ai fait une digression en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a un personnage de ce côté-là qui a été présenté tout à l'heure par la réalisation. En ce qui concerne le contrat qui a été attribué à la société italienne, qui est présentée comme tel en tout cas, Eni Group. Il s'agit du contrat pétrolier, d'exploitation pétrolière. C'est-à-dire, Eni Group derrière, qui est en fait le paravent, mais derrière tu as Total, oui, va se remplir de poches, va bénéficier de 90% de l'exploitation. Combien revient-il à l'État ivoirien? 10%. Le jour que monsieur, si un jour il peut avoir une petite lucidité, de demander qu'il faut qu'on revoie un peu ces accords-là, ce contrat-là, on va lui faire un coup d'État. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, pour revenir à votre question, ce qui se passe du côté de la Guinée-Conakry, oui, c'est un classique. C'est-à-dire... Mais nous sommes quand même là à un troisième coup d'État, Albert Anatola. Non, il y a toujours eu des alternatives de coup d'État. C'est-à-dire,
on a sauvé le soldat Déby plusieurs fois. Paris a sauvé Déby plusieurs fois avant de le lâcher. Plusieurs fois, on a sauvé le Gabon. Paris est intervenu. Plusieurs fois, on a sauvé Ibeka. Paris est intervenu. Mais c'est justement quand ils ne veulent pas. Enfin, ils disent qu'ils sont intervenus. Mais c'est quand ils ont encore besoin de toi qu'ils peuvent dire qu'ils interviennent. Mais quand ils n'en veulent plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les barbouzes en place, en action. C'est ce qui s'est passé justement du côté de la Guinée-Conakry. Le troisième mandat, tout le monde parle du troisième mandat de monsieur... Ibrahim Boubacar Keïta? Non, Alpha Condé. Alpha Condé? Oh, pardon. Mais je voulais quand même vous rappeler qu'il y a un troisième mandat qui a été imposé avec des ébis au Tchad, alors qu'ils n'en voulaient pas. Ça n'a pas fait l'objet d'une condamnation ni par l'Élysée, ni par qui que ce soit. Vous oubliez également le cas de la Côte d'Ivoire, qui a fait l'objet d'une révision conditionnelle par des constitutionnalistes. Par des constitutionnalistes qui ont été dépêchés par Paris. Donc nous n'entrons pas dans la périphérie. Ça, c'est la périphérie. Et je plains ceux qui pensent que ceux qui se réjouissent de ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, ça veut dire qu'ils ne connaissent, qu'ils ne comprennent rien. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui nous apportent leur contribution dans les diverses plateformes. Mais il y a franchement des cancres là-dedans. Excusez-moi de dire des choses comme ça, mais il dit les choses telles que je les pense. Là-dedans, il y a vraiment les cancres qui doivent encore refaire les classes au niveau de la géopolitique et de la politique. Nous sommes dans le casting de l'État franco-africain. Ce n'est pas de la France, c'est franco-africain. La nuance est importante. C'est très, très important la nuance. C'est-à-dire que dans cet État franco-africain, vous avez le chef de caisse qui est Paris, qui vous dit d'un côté, ce n'est pas à nous de venir faire la démocratie sur le continent africain. Il faut que les Africains eux-mêmes fassent la démocratie. Mais de l'autre côté, souvenez-vous, en novembre 2020, il y a un illuminé, dont je préfère ne pas citer le nom, qui vous dit que lui va s'engager dans un projet de renouvellement générationnel de la classe politique sur le continent africain. Il faut le dire, c'est Emmanuel Macron. À quel titre? Qui a donné un mandat? Mais voilà donc, ça a donc commencé. Parce que ce qui est anodin, suivez, depuis 2020, qu'est-ce qui s'est passé sur le continent africain depuis cette interview? Quels sont les projets qui sont en perspective contre le continent africain? Et là-dedans, dans ce projet criminel, il faut le dire, vous avez des mélanodermes, comme celui qui vient justement de faire un push du côté de la Guinée-Conakry, qui sont des traîtres et des collabos. Il faut les qualifier comme tels, et c'est vrai. Qui vous disent que c'est parce qu'il a voulu, et il a vu la Constitution alors qu'il avait pris l'engagement de ne pas réviser la Constitution ou bien de solliciter un troisième mandat. La réalité, c'est que ce que vous dites, et nous avons fait, c'est une digression, nous avons fait des émissions là-dessus, par rapport à la démocratie, souvenez-vous, qu'en réalité, c'est pas l'élection des peuples qui comptent. C'est l'État profond et ses dirigeants qui décident de qui doit venir aux affaires. Bien sûr. Donc, tout le pipeau que vous racontez là, c'est des fadaises. Alors, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, il s'agit d'une affaire de casting. Il a joué, c'est-à-dire M. Alpha Condé a été un personnage dans le film français. Il n'est plus intéressant. Et puis, il fallait le remplacer par un autre personnage. Et devenu le jeune bandit pour l'écarter immédiatement. Absolument. Il a joué son rôle, il fallait l'écarter. Et avec l'appui d'autres collaborateurs et des traîtres, le personnage lugubre qui est du côté de la Côte d'Ivoire, qui joue un jeu très malsain dans la zone. Il joue le même jeu du côté du Mali, il joue le même jeu du côté du Niger, c'est faut le dire, et il a joué le même jeu du côté de la Guinée-Conakry. C'est important de le dire. Donc, je pense que, lorsque j'ai dit cela, je vais également convoquer un autre élément sur la table. La Guinée-Conakry, c'est un scandale géologique, ça a été convoqué tout à l'heure. Par Polela. Tout à fait. C'est également la meilleure réserve hydraulique qu'on puisse compter sur le continent africain. Et nous savons que la bataille future, c'est la bataille de l'eau. C'est pas anodin. Aujourd'hui, vous avez les multinationales françaises et leurs sociétés qui ont le monopole de tous les contrats du côté, tant en Côte d'Ivoire qu'au niveau de la Guinée-Conakry.
Je crois que c'est un problème. Et je crois, pourquoi est-ce que la Mauritanie s'en est sortie? Pourquoi l'Algérie s'en est sortie? Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas sortir de ça, de cette affaire-là? Parce qu'il faut qu'on soit violent. Parce que si on se je veux dire, si on se contente de coups de gueule, de la parole, ça ne changera pas. Ce que j'ai dit là, c'est sérieux. Il ne faut pas que l'Afrique reste et demeure le terrain de jeu des brigands internationaux. Il faut qu'à un moment donné, qu'on transporte les mêmes méfaits qu'ils posent sur le continent africain sur leur territoire. Comme ça, on va être mieux entendus. Si ce n'est pas ça, ça ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas, plusieurs années plus tard, plusieurs siècles, vous avez des gens qui vous disent on ne peut pas s'agir dans vos affaires, c'est à vous de faire la démocratie. Comme c'est eux qui nous ont appris la démocratie. Ils sont tous des démocrates. Nous savons quels sont les piliers qui ont fondé l'État français. C'est le crime. L'État français est fondé sur le crime. C'est connu. Les coups d'État, les assassinés, leur roi. Donc ils n'ont, je dis bien, ils sont très mal placés pour donner les leçons de démocratie en Afrique. Deuxième chose, et je termine par là. Tout le temps, nous parle des questions de gouvernance. J'ai envie de dire de quoi est-ce qu'ils parlent. Comment est-ce qu'ils gagnent leur contrat sur le continent africain et ailleurs? Et pendant qu'on y est, c'est quoi la France-Afrique si ce n'est pas un enchevêtrement de corruption de magouille? Peut-on parler dans ce cas de gouvernance? Il faut qu'on soit sérieux. La France-Afrique, c'est un enchevêtrement de magouille, de corruption, d'ingérence et de crimes. C'est tout simplement. Je suis désolé pour ceux qui vont à Paris prendre leur mandat de présidentiel, et pas des opposants. Ils font partie du système, malheureusement. Merci à vous, Albert Anatole. Ici, vous avez la mine grave d'ailleurs ce matin. On comprend que c'est très sérieux. Je vais me tourner vers vous, docteur Jean-Paul Mbelek. Beaucoup de personnes sur le continent africain pensaient, jusqu'à hier soir, que ce coup d'État pourrait changer justement la donne du côté de la Guinée-Conakry et que les Guinéens pourraient avoir une meilleure vie. Que pensez-vous de ça? Oui, je pense que pour la donne, oui, ça change la donne. Mais que les Guinéens aient une meilleure vie, j'en doute. Oui. Alors, j'aimerais quand même dire certaines choses. C'est que tout le monde qui a été intégré à la base dans l'armée française n'était pas un légionnaire. Un légionnaire, c'est quelque chose de spécial que je connais quand même un peu. J'ai moi-même un frère qui a fait la Légion. Il a été parachutiste, tireur d'élite, et il a fini adjudant-chef. Donc je sais de quoi je parle. Il a fait 25 ans de Légion. Voilà. Donc Marin Gouabi n'a jamais été légionnaire. Bokassa non plus. La Légion, c'est un corps spécial, fondé au Xe siècle, après la défaite. D'ailleurs, ils ont participé à la guerre contre l'Allemagne en 1879. 1870. 70, voilà. Bien franco-prussien. Fin du XIXe siècle. Voilà. Donc, ils ont leur devise. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'en tant qu'ancien colonisé, on fait partie de l'armée française. Il y a beaucoup, peut-être c'est le cas de ce Mamadi Doumbouya, là, et de nos jeunes frères qui traversent la mer. Ceux qui ne meurent pas, certains finissent à la Légion étrangère. Je parle des hommes. Beaucoup finissent. Quand ce n'est pas la Légion étrangère française, ils vont dans l'équivalent espagnol. Mais beaucoup pensent aujourd'hui que la Légion française, c'est souvent un groupe de mercenaires qui viennent de plusieurs nationalités. Je te dis, je sais de quoi il s'agit. Je connais la Légion, non? Oui. La Légion fait partie de l'armée française, mais c'est spécial, c'est à part. Tout en étant dans l'armée française, c'est à part. Ça recrute, comme son nom l'indique, des étrangers qui finissent, comme ceux d'Ambouya, par être français. Ça recrute des étrangers à la base. C'est la Légion étrangère. Étrangère. Il y a le mot étranger, non? Oui. Donc, on vous suit. C'est des étrangers. Et les Français qui ont fait partie intégrale à la Légion, il y en a très peu. C'est extrêmement rare qu'un Français soit intégré. Ça ne correspond pas à la définition, mais c'est vrai qu'il y a quelques exceptions. Dans la Légion étrangère, les officiers sont français. J'ai dit tout à l'heure que mon frère a fini adjudant-chef. Ça veut dire que c'est le plus haut titre qu'on peut espérer avoir dans la Légion française d'origine étrangère. Or celui-ci, donc je préfère le dire, parce que ce Alpha Condé là, franchement, moi si j'étais là, je l'étranglerais moi-même de mes propres mains.
Je vais expliquer pourquoi. C'est peut-être pas par rapport à ce que certains pensent, mais je vais expliquer pourquoi. Alors, premièrement, ce Doumbouya, il a fait mieux que Bokassa. Maintenant que j'ai écarté, c'est quoi les étrangères, il a fait mieux que Bokassa. Parce que lui, il parle de caporal, et le voilà maintenant président. Enfin, si ça tient. Hein. Caporal nommé lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel, oui, et maintenant... Nommé lieutenant-colonel par Alpha Condé lui-même. Parce que quand je dis que je vais l'étrangler, c'est comment? Ça fait partie de sa bêtise. Moi, je n'aime pas les gens bêtes, hein, quand ils sont africains. Bon, déjà, quand ils sont humains, ça me gêne. Mais quand ils sont africains, c'est pire. J'aime pas la bêtise. Je préfère le dire. Parce que, quand on a des déficiences au niveau mathématique, je veux bien. On prend des cours, on s'en sort. Mais qu'on soit bête, ce n'est pas donné naturellement à un être humain bien constitué. On peut être déficient mental à la naissance, mais quand on est bien constitué et qu'on est bête, c'est qu'on veut être bête. Parce que homme, c'est homme, et bête, c'est la bête. On est d'accord? Oui. Un homme n'est pas une bête. Je ne sais pas un jeu de mots. Hein. C'est vraiment pour dire que ce n'est pas tolérable qu'un être humain soit bête. S'il est né bien constitué, c'est pas normal. Quand un être humain est bête, c'est qu'il fait exprès. Ou alors, il aime ça. En fait, celui-là, ça ne le gêne pas d'insulter la race humaine, l'espèce humaine, pas la race. Souvent on dit race, c'est un mot anglais, human race. Les Français disent espèce. Bon, c'est une insulte à l'espèce humaine, la bêtise. Si un jour on a commis une bêtise, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Oui. Mais si on commet une bêtise, comme on n'est pas bête, c'est pour se rattraper le lendemain. Ça veut dire qu'on ne va pas titaniser dans la bêtise. Donc Alpha Condé a commis une bêtise. Il a même commis plusieurs bêtises. En nommant un caporal. Ça en est une. C'est pas la seule. Comment tu peux même... Puis il y a des contradictions mathématiques. Toi, tu viens dans une tribu... D'abord, je signale une chose. Hein. toi, tu arrêtes d'abréger mon propos, mais c'est pas... Non, je veux que vous approfondiez, justement. Je veux que vous approfondiez. Après, à force de me demander à gauche... Bon, je dis plus rien. Non, tu peux dire, mais tu es en train d'abréger mon propos. Et je vais vraiment l'abréger, hein. Tant pis. Bon, en tout cas, Alpha Condé, lorsqu'il fait... Il dit ce qu'il a dit devant les Ouattara à l'Assemblée qu'on a vu... Justement. Vous avez projeté tout à l'heure. C'est bien parce que Ouattara sait qu'il est avec eux. Tu lui dis, mais attends, mais mon gars, t'as oublié que... Nous sommes en direct. On en direct. Donc ça veut dire que t'as oublié qu'on est ensemble ou c'est quoi, là? Hier encore, on était au maquis à côté. Toi, tu viens raconter quoi ici? C'est ça. Parce que, données historiques, Sékou Touré, lui, il a coupé le cordon ombilical avec la France. En 1958, déjà. On est d'accord? Oui. Donc, vous pensez qu'à l'époque, s'il se trouve dans une assemblée avec Houphouët-Boigny, qui était lui un France-Africain, puisqu'il a inventé même l'expression, c'est l'expression en France-Afrique, c'est Houphouët-Boigny. Oui. Et vous pensez que Sékou Touré se trouve dans une assemblée avec Houphouët-Boigny allait lui dire que non, il y a les micros non en direct? Jamais. Parce qu'il sait très bien que Sékou Touré a coupé le cordon ombilical. On ne dit pas ça à quelqu'un dont on sait qu'il est dans son rôle. On le dit à quelqu'un qu'on sait qu'il oublie quel est son rôle. Et nous savons quel est son rôle. Et maintenant, c'est là qu'on lui fait un rappel. Attends, mon gars, mais t'as oublié, on était hier au maquis ensemble. Toi, tu viens de dire ça ici chez moi, pourquoi? Voilà, c'est ça. C'est juste une piqûre de rappel. Et après, tous vos propos consistant à dire qu'il est sorti des chars français, nous verrons que dans... En fait, il y a une trahison du combat panafricain depuis justement, au moins, on va dire, Lansana Conté. Je ne parle pas sans porter les opposants. Ouais. Voilà. Donc, ils ont tous pris la direction. Il n'y a que la monnaie qu'ils ont gardée. La même chose, le même phénomène s'est opéré au Mali. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort du jeu France-Africain, à savoir Modibo Keïta, après on lui fait un coup d'État, et les autres, tout leur temps, c'est de réintégrer ce système. Les Maliens ont été jusqu'à reprendre, à la fin des années 80, à réintégrer la monnaie CFA qu'ils avaient quittée. Bon, je vous fais remarquer que même là, il y a quand même dès le départ un petit défaut de la part de ceux-là que nous louons, à savoir Modibo Keïta et Sékou Touré. C'est que lorsqu'ils sortent la monnaie franc CFA, ils gardent quand même le mot franc. Quel est leur problème là? Ils ont manqué de vocabulaire. Franc malien, franc CFA. Mais ça laisse à dire que c'est pas encore. On est toujours guéri avec la France. Donc ce n'est pas totalement guéri. Non, peut-être qu'il n'est plus avec la France, mais. Il n'est pas guerri de la France. Quelque part, oui. C'est comme une maladie. Ils ont du mal à se réinventer. Ils ont du mal à se réinventer. Merci pour là. C'est la même chose, non? Alors qu'il n'a jamais été colonisé par la France. C'est pas ce sort de franc. Alors maintenant, on va faire la leçon. Oui. On va faire la leçon. Parce que moi, je dis, j'aime pas la bêtise. Hein. Je le dis. J'aime pas les gens bêtes. Comme ça, c'est clair. Voilà. Bon, je ne vais pas trop insister, vous avez compris. Alors, donc, je vais faire la leçon.
Je ne suis pas prétentieux en faisant la leçon. Je le fais parce que j'ai l'élément pour le faire et que, en tant que bon Africain, moi, ça me gêne de perdurer dans l'esclavage. Le plus tôt on en sort, le mieux je me sentirai. Donc, toutes les cartes que je peux utiliser, je ne vais pas faire attention à ce que celui-ci va penser que Mbelek est prétentieux. J'en ai rien à faire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on soit libre. C'est plus important. Parce que c'est à cause des autres que moi je vis l'esclavage. Moi, Mbelek, je ne suis pas né pour être esclave. Moi, je ne supporte pas l'esclavage. J'aime pas les gens bêtes, mais j'aime pas l'esclavage non plus. Donc, si je subis l'esclavage ici à Douala au Cameroun, c'est bien parce que d'autres ne veulent pas en sortir. Les exemples sont légion. Encore le mot légion. Alors, je vais donc donner cette illustration. C'est... Je voulais illustrer un propos précis. Vous pouvez me rappeler rapidement? Propos de... Ah, vous avez perdu le fil. Non, j'ai perdu le fil. Je vous ai donné l'opportunité d'approfondir la question en parlant justement de Sékou Touré, l'ancien Conté, et sans oublier Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir. Non, je voulais expliquer quelque chose qui fait que on a du mal à s'en sortir. Voilà. Malheureusement, je suis sur une ligne. Donc, comme j'aimerais bien expliquer ça, le temps que ça me revienne, je préfère passer la parole à quelqu'un d'autre. Parce que je ne veux pas escamoter cette affaire. À force de dériver un peu, il y a une petite perte de mémoire. Le temps justement pour vous de... Ça me revient. Donc je laisse la parole pour l'instant. Messieurs, normalement j'aurais voulu que Charlie Keigne revienne également sur le plateau pour en parler. Commençons rapidement. Je vais vous donner 2 minutes, autant que Charlie Keigne revienne sur le plateau lui également. Je vais accorder 3 minutes à chacun d'entre vous pour sortir, parce qu'il ne manque plus que, on va lui dire, 30 minutes maximum pour sortir de cette édition de d'IBS Matin. Est-ce que là, en ce moment, si on n'est pas en pleine recolonisation, rebalkanisation du continent africain, avec ces coups d'État qui pilulent justement sur le continent? Oui, il y a cette velléité-là. À nous, Africains, d'être lucides, d'être mobilisés, d'être conscientisés. Et c'est le travail que nous faisons. Parce qu'en réalité, par tous les moyens, l'Occident et son cache-sexe qu'est la France, et son pantin que sont ses représentants, et avec le concours malheureux des endocolons en interne, des ennemis donc de l'Afrique, l'objectif de l'Occident, justement, c'est de pouvoir pérenniser cet impérialisme-là, parce que sans l'Afrique, en réalité, il n'existe pas. Et ça s'est montré depuis le XVe siècle. Ils sont ce qu'ils pensent être du fait justement de la spoliation, du pillage, de l'esclavagisation et de toutes sortes de malversations en Afrique. Et donc, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, la roue est en train de tourner, ça c'est une évidence, c'est une vérité de la palisse. La roue est en train de tourner parce que, voyez-vous, le travail que nous faisons porte, le travail que vous faites porte, le travail que chacun sur ce plateau fait porte, ici et ailleurs. Il y a de plus en plus d'Africains, d'Afro-descendants, même d'Européens, qui comprennent la magouille, qui comprennent la manigance et qui, en fait, au bout d'un certain temps, n'en peuvent plus. Et donc, Macron et ses petits copains sont bien au fait de ce que la montre tourne. Ils ont peut-être la montre, mais nous avons le temps. Et que, tôt ou tard, plutôt tôt que tard, l'Afrique va se remettre, va se réveiller et va mettre fin à cette hégémonie impérialiste occidentale. Et donc, ils sont aux abois, ils sont dans des velléités d'accaparement de dernière minute et de dernier recours. Et c'est ce qui se présente actuellement. Donc, on a des signes d'espoir, notamment au Mali, on a des signes d'espoir en Centrafrique, on a des signes d'espoir un peu partout au niveau des populations qui, de façon claire et sans embâche, disent vouloir mettre fin, disent être déterminés et sont déterminés pour mettre fin à la présence d'occupation occidentale, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, en Guinée et avant ailleurs, et peut-être demain ailleurs encore, je pense que ce sont les derniers atermoiements, ce sont les dernières agitations d'un Occident en péril, économiquement, politiquement, culturellement et sur toutes les sphères de la vie. Et donc, c'est à nous de tenir bon et de rester lucide et de refuser résolument que des endocolons, qu'ils soient tapis dans l'ombre ou qu'ils soient affichés, continuent de faire le jeu de l'Occident. Parce que face au peuple déterminé, face aux populations résolues pour leur liberté,
aucun pouvoir, aucune armée, aucune puissance extérieure ne peut résister. Merci à vous, Paul est là pour cette seconde prise de parole. Ça va aller rapidement avec vous également, Dr Bénédicte Kizé. Pour bon nombre d'Africains sur le continent, eh bien, ce coup de force est également la faute de Alpha Condé, qui a pris l'initiative de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et s'il ne l'avait pas fait, pour ces Africains, ils n'auraient pas été humiliés de la sorte hier dimanche. Bien, beaucoup le pensent sincèrement. Et si nous regardons l'histoire d'Alpha Condé, on se rend compte que sa première erreur, c'était d'avoir accepté d'être adoubé par la France. Français. Oui. C'était la grosse bêtise. Et c'est la bêtise que commet la plupart, malheureusement, des Africains, des politiciens africains qui pensent que pour parvenir au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, il faut à tout prix adoubé par la France, par le cercle français, qui, on le sait, sont des cercles impérialistes. Moi, je pourrais plutôt tirer une leçon de cet épisode sombre. La leçon, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les malheurs des Africains, c'est d'avoir à leur tête des chefs de l'État qui ne pensent pas par eux-mêmes. Ça, je l'ai dit en regardant vraiment le monde dans les yeux. La plupart des chefs d'État que nous avons ne pensent pas par eux-mêmes. Donc, toutes les pensées qui émergent de leur cerveau, c'est des pensées qui leur sont dictées par ceux qui les ont établis au pouvoir. Ce sont juste des pions. Le mot serait marionnettisme. C'est du marionnettisme politique, au sens propre du terme. Et nous avons besoin d'un élitisme politique visionnaire, qui considère les aspirations des peuples africains, qui élabore des projets de société en fonction des besoins et des enjeux auxquels l'Afrique fait face contre les visées impérialisme de l'Occident. Et si nous n'avons pas ce genre de chefs d'État, alors, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique se réveillera trop tard lorsque son sort aura été irrévocablement scellé. Et donc, dans tout ça, c'est au peuple de se lever, de prendre leur destin en main. Si nous continuons à laisser les politiciens sans vision, ces accapareurs de la chose publique qui n'ont aucun sens, aucune moralité, sinon que s'asseoir là pour gouverner, qui aiment les officialités plus que les cris des peuples. Comment pouvez-vous imaginer des gens qui sont là, qui roulent avec des gros cylindrés, qui passent par la même route, qui jonchent de tout partout, ils passent là par jour, ils dépensent des milliards, ils cachent leur argent dans les banques. Ils ne pensent même pas, comme le disait encore Dr Mbelek ici, au bien public. Ils n'ont pas le sens de l'amélioration des infrastructures. Les mêmes routes impraticables, les mêmes écoles infréquentables, les mêmes hôpitaux abandonnés, sans le minimum de conditions. Est-ce que cette élite-là peut vraiment faire sortir l'Afrique de l'auberge? Impossible. Il faut vraiment une révolution systémique de fond. Tous les discours ne serviront à rien si demain, il n'y a pas une révolution systémique à la base pour nous affranchir du système imposé par l'Occident. Merci à vous, Dr Bénédicte. Charlie Keyi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Srengos, bonjour à mes chers compagnons, bonjour à tous et toutes celles qui prennent la peine de nous regarder au quotidien. C'est un plaisir de pouvoir vous renouveler. Je souhaite également un joyeux anniversaire à l'une de mes mamans comme ça, Madame Mekonchou Nadège, qui fêtait ses 1 an hier. Donc, bon après, joyeux anniversaire à toi, maman. Donc, merci. Joyeux anniversaire à elle. Vous avez dit qu'elle s'appelle comment? Madame Mekonchou Nadège. Nadège. Il faut bien prononcer le nom. Hein. Mekonchou Nadège. Maman Mekonchou Nadège, qui a eu 1 an de plus. Il y a combien d'années? 150 ans? Non, pas 150 ans. Bon, on va lui souhaiter 150 ans alors. Bon, justement, revenons sur la question qui nous intéresse d'ailleurs ce matin. Jusqu'à hier, on a l'impression que sur le continent africain, il y a toujours les militaires. Mais prenons justement le cas de la Guinée-Conakry. On a eu Moussa Dadis Camara, militaire, lui également évincé. Aujourd'hui, on a justement Mamadi Doumbouya. Peut-on imaginer qu'il dure au pouvoir parce qu'on connaît ce qui s'est passé avec le capitaine Moussa Dadis Camara? À la réalité... ou bien il va être utilisé par la France et tout de suite lâché. J'adhère déjà à tout ce qui a été dit sur ce plateau, mais je pense qu'il faut dire aux Africains les choses, particulièrement à nos frères guinéens, ils doivent savoir. À la réalité, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, c'est un imposteur.
à côté d'être un imposteur, c'est le plus grand mal qui puisse arriver à ce pays-là. Et il faut le dire pourquoi. Parce qu'il est en train de pactiser un jeu très dangereux. Nonobstant tout ce qui a été dit ici sur ce plateau, je tiens à rappeler que en criminologie, vous savez ce qu'on appelle la signature du crime. C'est-à-dire que les spécialistes de ce domaine-là vont vous dire que chaque criminel a sa signature. Et justement, la signature, c'est un élément très important, justement, lorsqu'on veut amener une certaine lumière dans l'auteur du crime qui a été posé. Je prends un cas très simple. Nous avons été d'accord hier sur ce plateau et je voulais démontrer clairement que déjà, du fait de son appartenance à la Légion étrangère, le groupement des forces spéciales dont il avait la charge était formé par des officiers, justement, les instructeurs de cette légion étrangère, parmi lesquels certains instructeurs du RPMA, le régiment des parachutistes de commando marin de l'armée française. Donc, nonobstant ces réalités-là, vous avez cité le cas de Dadis Camara. Il faut remarquer que ce soit Dadis Camara ou encore le lieutenant-colonel Doumbouya, c'était des bérets rouges, en passant même par la Sana Conté. C'est-à-dire que généralement, vous allez voir que les coups d'État dans ces pays-là sont de l'œuvre des bérets rouges. À la réception de la Sana Conté, qui lui était un produit de l'URSS, Dadis Camara comme Doumbouya, en réalité, c'est des gens qui ont été formés par les officiers, par les instructeurs français. C'est-à-dire que nous sommes dans un schéma typique de la DGSE. Et beaucoup de gens ne savent pas, mais j'ai eu à le rappeler ici hier, Dadis Camara arrive au pouvoir grâce à l'intervention et grâce à l'aide justement du renseignement français. C'est-à-dire que c'est eux qui l'amènent là-bas, sauf que par la suite il a voulu retourner sa veste et on a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont pris son aide de camp pour lui mettre une balle dans la tête. C'est le même schéma qui a été fait avec le capitaine Thomas Sankara. Donc, je vous donne la signature. Ça, c'est la signature du crime. Pour reprendre encore une autre signature du crime qui vous amène à comprendre qui est le criminel, vous allez vous rendre compte que dans ce qui s'est passé, dans le coup d'État qui s'est passé avec la sortie de ce monsieur, il vous fait savoir clairement, et vous l'avez bien dit sur ce plateau, que le président est en sécurité, il est entre les mains de la garde présidentielle. De sa propre garde présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première déjà, c'est que nous sommes encore dans le même schéma de la Côte d'Ivoire où, lorsque la France vient enlever le président Laurent Gbagbo du pouvoir, vous avez l'armée ivoirienne qui n'a pas du tout combattu parce que le général de l'époque, Philippe Mangou, était à l'ambassade de France, il avait perçu une mallette de beaucoup d'euros, il est allé se réfugier là-bas et justement l'armée ivoirienne n'a pas combattu. Les seules personnes qui ont combattu là-bas, c'était quelques mercenaires. Bon, quand je dis mercenaires, c'est-à-dire quelques soldats qui avaient été envoyés par le guide Mouammar Kadhafi pour justement soutenir le président Laurent Gbagbo et quelques membres de sa garde rapprochée. Donc aujourd'hui, c'est le même schéma qui est en train de se faire. Pourtant, hier, on a entendu des crépitements d'armes lourdes dans la capitale Conakry. Était-ce un jeu puisqu'il n'y a même pas eu un seul mort? Je vous donne les éléments puisque j'ai eu des informations qui sont arrivées. En réalité, ce monsieur prépare cette chose depuis. Parce qu'en 2020, il a essayé d'attenter un coup d'État. Ils ont contacté le chef d'état-major des armées guinéennes qui lui était réticent. Et derrière ça, il y avait une certaine orientation parce que tout ceci était contrôlé par la France. Je tiens à vous rappeler, il faut que vous compreniez bien que hier, des informations nous sont parvenues comme quoi pour un coup d'État qui s'est passé hier lundi, dimanche, la France... Hier dimanche, pardon. Samedi, la France avait envoyé un communiqué aux ressortissants sur son territoire pour leur dire, dans la journée de dimanche, ne sortez pas de chez vous. Mais mieux encore, ils donnent l'orientation à leurs ressortissants en disant, évitez les alentours de du palais présidentiel. Ça veut dire que c'est Couturier. Et je vous ai dit clairement que vous ne pouvez pas parler d'un coup d'État dans les 14 pays du système francophone, à l'exception du Cameroun. Et là, je parle sous le contrôle d'un officier de l'armée française avec qui j'ai causé, sans parler du renseignement. Ça veut dire que la majorité de nos armées sont totalement dépendantes du renseignement français et des services de télécommunications français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons comme communication stratégique sont interceptés par la France. Ils ne peuvent pas avoir coup d'État dans un pays africain sans que le renseignement français ne soit au courant. Donc, s'ils laissent, ça veut dire que quelque part, ils ne sont plus avec vous. Autrement, ils vous auraient donné la bonne information. D'ailleurs, ils ont eu à le faire plusieurs fois à certains chefs d'État que ici, là, tu es en danger, fais ça, fais ça, fais ça. Même exactement. Donc, il faut que les gens comprennent bien. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que quand ce monsieur initie son premier coup d'État en 2020, il contacte le chef d'état-major de l'armée guinéenne qui lui est très réticent. Et parce qu'il est très réticent, la France dit, mon frère, calme-toi, ne sommes pas pressés. Oui. C'est quelque chose, ça va arriver. Or, cette fois-ci, donc, quand vous avez parlé des équipements qui se sont passés, en réalité, c'est qu'il y a une très légère unité de la garde présidentielle qui était très, très fidèle au président de Guinée-Conakry. C'est eux qui ont combattu. Sinon, les autres éléments de la garde présidentielle... Malheureusement, il n'y a pas eu de mort. Comment est-ce que ces personnes ont pu entrer, justement, au palais de Sékou Touré? Mais parce qu'il y a eu trahison. Il y a eu trahison. Je vous dis donc, quand vous ne le vouliez pas,
Vous comprenez? Dans la sphère présidentielle, vous ne pouvez pas venir le prendre comme ça. Il y aura crépitement. Il y a des... C'est-à-dire qu'il y a des caciques de ce monsieur, comme vous le savez, c'est normal. C'est-à-dire que tout chef d'État, au-delà de sa garde rapprochée et de sa garde présidentielle, il y a des personnes qui mourront pour ce président, des personnes en qui ce président, il croit ce président. Voilà pourquoi vous avez entendu ces échanges de tirs. Mais sauf que le rapport de force, parce que là nous sommes dans une question de rapport de force, puisque le service qui répond, c'est-à-dire que les éléments de la garde présidentielle qui essaient de répondre contre les mutins, eux-mêmes sont infiltrés par des personnes qui à tout moment, pendant que tu peux pointer l'arme sur toi et dire dépose l'arme, parce qu'il est en connivence avec l'ennemi qui est en face. Donc c'était pour vous faire comprendre que nous sommes dans les schémas, je vous donne la signature du criminel, nous sommes dans les schémas également de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où on a corrompu le haut commandement militaire, parce que, je vous le dis clairement, le chef d'état-major ne peut ne pas être, ou alors ne pouvait ne pas être au courant de ce coup d'état. Donc forcément... Jusqu'à preuve de compte, on n'entend même pas parler de ce chef d'état-major. Merci. Je vous dis, normalement, pour ceux qui maîtrisent un peu la Guinée-Conakry, pas très loin du palais présidentiel, vous avez quand même quelques détachements militaires qui sont très bien logés là-bas. Pour le petit temps qu'il y a eu échange de coups de tir, avant même que la télévision nationale ne soit prise, parce que, comme vous ne voulez pas, dans un pays comme celui-là, qui a connu multiples crises, il y a ce qu'on appelle la baie sécuritaire. C'est pareil au Cameroun, parce que nous sommes un pays en crise. À partir d'une certaine heure, au-delà des forces de première et de deuxième ordre, que sont la police et la gendarmerie, l'armée fait des patrouilles. Et ça entre dans les rôles de mission de l'armée. Donc, dans le cadre de cette baie sécuritaire, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un échange de tirs de pratiquement 10, 15, 20, 30 minutes aux alentours du président, sans que justement les unités qui sont à côté ne viennent. C'est pour dire que réellement, c'est quelque chose qui avait été pensé, qui avait été infiltré, mais dans cette signature du crime, le haut commandement militaire, qui peut-être, et je suis sûr, très sûrement, avait reçu certaines instructions et peut-être quelques malais d'argent du côté de ceux que vous connaissez, ont donc laissé faire. Donc, pour vous dire que nous sommes en face d'un imposteur. Mais le mal de l'imposteur, c'est qu'il ne connaît pas réellement qui est son ami d'aujourd'hui, qui forcément finira par être son ennemi de demain. Parce que, vous l'avez si bien dit, lorsqu'on voit cette situation, il faut également qu'on dise aux Africains le pourquoi. Et je pense que mes compagnons l'ont aussi bien rappelé ici sur cette table. Il était impératif aujourd'hui, sans convoquer les enjeux géopolitiques qui ont très bien été développés par Paulela, il est impératif pour les Africains de comprendre que la France ne peut pas se permettre de perdre un certain nombre d'États à l'heure où je vous parle. Parce que dites-vous bien une chose, le Cameroun, ils l'ont perdu. Le Gabon, ça vacille. La Guinée équatoriale, ils ne sont pas là. Je prends d'abord pour la zone CEMAC. Le Tchad est en train de comprendre parce que celui qui est arrivé actuellement, vous avez vu que son premier geste fort, c'était de venir rencontrer le patriarche camerounais. Oui. Et ça dit que vraiment, ça peut décevoir. Mais si vous êtes dans la zone franc et que vous voulez comprendre les enjeux géopolitiques, vous devez aller à l'école de M. Paul Biya. Vraiment, je suis déçu. Ceux qui n'aiment pas ça, je peux les comprendre, mais c'est leur problème. La LCRA, ils ne l'ont plus. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, le Togo, il y a un président qui essaie de faire, mais je peux vous rassurer pour avoir visité ce pays-là que à l'intérieur ça grogne. Ça grogne et ça grogne. À l'intérieur même des forces armées. Quand vous prenez le seul pays aujourd'hui qui réellement est dans cette logique de maintenir cette hégémonie française, c'est la Côte d'Ivoire. Et avec la Guinée-Conakry, dont le président, parce que en réalité voulait se refaire une renaissance africaine, mais c'était un peu trop tard. Il voulait se faire une santé politique. Bon, à côté d'une certaine renaissance, il voulait laisser une image. Il voulait laisser un nom. Sauf que à cet instant précis, ça ne pouvait pas marcher parce que les jeux étaient déjà pipés. Mais la France joue sur le jeu, et je vous le parlais, il y a des clivages ethniques parce qu'ils connaissant nos clivages ethniques mieux que nous, ils savent les rivalités qui existent entre tels. Mais comment comprendre que c'était un malinqué qui descend un autre malinqué? Mais parce qu'il faut ça. Aujourd'hui, lui, même comme il arrive au pouvoir... On est toujours dans la politique de diviser pour mieux régner. Exactement. Même lui qui arrive au pouvoir, c'est qu'il est fragile. Parce que déjà, s'il compte sur sa communauté, il représente à peine, je crois, c'est 28%. Sur 3 communautés, je crois, il y a les Peuls, qui sont à peu plus de 40%. Il y a les Soussous, qui sont un peu plus de 10%. Il y a les Malinqués, qui sont un peu moins de 30%. Donc, si il faut aller de façon comptable, il sait lui-même qu'il est en situation de faiblesse. Il va falloir qu'il compose avec les autres. Mais parce que le même schéma qui a amené le président Alpha Condé au pouvoir sont les mêmes schémas qui vont le faire partie, on préfère prendre un ennemi qui est faible parce qu'il est facilement contrôlable que de prendre quelqu'un qui peut arriver à avoir un certain assentiment populaire. Donc aujourd'hui, c'est un monsieur qui est contrôlable et qui est contrôlé. Voilà pourquoi, même à travers le discours qu'il disait, vous comprenez que la langue française même qui était écrite, il avait du mal à la prononcer. D'ailleurs, c'est le docteur Jean-Paul Bellec qui en parlait d'ailleurs hier de sa langue. Voilà. Mais bien plus encore, vous avez l'impression qu'on a fait un gars qui est en train de dire ce qui lui a été dicté. Donc, il faut faire très attention. Et la dernière marque de signature, c'est dans le cas des coups d'État, généralement qui sont organisés par la DGSE,
vous verrez que là-bas, le chemin est trop clair. On vous dit par exemple, et il a dit quelque chose de pertinent, il a dit nous ne commettrons pas les erreurs du passé. Et ainsi faisant allusion à Dadis Camara, parce que l'une des erreurs quand Dadis Camara prend le pouvoir, quoique la France ait adoubé ce coup d'État, c'est qu'il a laissé les frontières ouvertes, il a continué à laisser l'espace aérien, voilà d'où est venu son mal. Et parce qu'il a dit nous ne referons pas, ou alors nous ne referons pas les erreurs du passé, ce monsieur a compris qu'il fallait fermer l'espace aérien, il fallait fermer l'espace terrien, il fallait dissoudre le gouvernement, ce que Dadis Camara a un peu hésité à le faire parce qu'à un moment il a voulu apporter un certain assainissement dans l'aspect politico-économique du pays. Le gouvernement. Lui dissout. Ça dit que ce monsieur il était allé à l'école de la DGSE et il a bien fait ses marques, sauf que l'avenir nous le dira ce qui va se passer. Albert Natouré, ici, peut-on aujourd'hui éviter les coups d'État sur le continent africain? Tout à l'heure, je vous ai dit, avec beaucoup de fermeté d'ailleurs, que nous devons transporter sur leur sol, sur leur territoire, ce qu'ils font sur le territoire africain. C'est impératif. Parce que pour que ces gens malsains, macabres, cessent sur le continent africain, nous devons transporter la terreur sur leur territoire. C'est important ce que je dis. Parce que sinon, je ne fais pas dans la subversion. L'Algérie l'a fait à un moment donné, on respecte l'Algérie, la France respecte l'Algérie. Quand la Mauritanie décide de sortir du franc CFA, il y a eu des velléités, n'est-ce pas, des représailles. Ils se font respecter. Parce qu'il y a eu des représailles, il y a eu la réciprocité au niveau des représailles. À un moment donné, le discours, ça doit cesser. Lorsqu'un illuminé qui est président d'un État étranger au continent africain vous dit, il se donne la mission de démocratiser sur le continent africain. Pour lui, il faut chasser tous les autocrates. Et lui va désormais traiter avec les membres de la société civile. Qui est-il? C'est ce qui se passe actuellement du côté du sommet, du fameux sommet de Montpellier, qui aura lieu en octobre prochain. Il choisit ses interlocuteurs. Qui est-il? Donc, comme je le dis avec beaucoup de colère, parce que c'est de l'imposture. Et les Africains, ils sont là, ils sont regardants, spectateurs, n'est-ce pas, du drame qui se vit sur leurs yeux. Écoutez, c'est parce que nous sommes dans... Moi, j'ai dit, il faut que... Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'à la dernière minute... Non, écoutez, c'est pas eux qui gèrent. Ce ne sont pas les chefs d'État qui gèrent leur fauteuil. Et leur calendrier? Vous avez quelqu'un qui tient la télécommande à partir de son bureau au Quai d'Orsay, ou bien à l'Élysée, qui leur donne la feuille de route. Raison pour laquelle on n'a pas besoin des franco-africains ou des franco-africains, tout ce que vous voulez. C'est le même schéma, ce sont les mêmes gens. Des magouilles, la corruption, les gérances, les crimes. Nous avons besoin des patriotes, des nationalistes, pour prendre les choses en main et de manière très claire. Ça, c'est important ce que je dis là. Celui qui est arrivé là, le béret rouge qui est arrivé à Guinée-Conakry, écoutez, moi je pense que c'est également, il fait partie des leurs. Il faut rien à Satan. Malheureusement, c'est un malheur pour le peuple guinéen. C'était malheureusement. J'ai vu certains se réjouir, victoire, mais ils n'ont rien compris du tout. Je vous ai dit, le problème, ce n'est pas le nombre de mandats. C'est pas parce qu'il a dit qu'il a révisé la constitution pour briguer un énième mandat que ça fait problème. C'est pas ça le problème. Le problème, pour moi, c'est pas le problème parce que la démocratie, leur soi-disant démocratie, ne peut pas s'adapter à nos réalités, à nos réalités socio-culturelles, à nos réalités historiques. Nous avons une histoire, pas celle écrite par les autres, qui est d'ailleurs une mauvaise histoire, biaisée, erronée, tronquée. Nous avons une histoire. Et notre démocratie doit s'adapter à notre vision. La vision que nous avons de notre pays, de notre continent. Et sont-ils des démocrates, de vous à moi? Et sont-ils des démocrates? Non, ce ne sont pas des démocrates. Merci. Nous avons des éléments, à la fois factuels et historiques, qui prouvent que ils sont tous sauf des démocrates. Ce sont des imposteurs criminels. Et c'est vrai que ce sont des imposteurs. Donc, maintenant pour terminer, je voudrais dire une chose, c'est quoi? C'est que il est important aujourd'hui pour la masse critique africaine de comprendre une chose, d'avoir le courage, quelquefois, de se lever et de dire non. Et le problème passe par la dénonciation des contrats scandaleux
qui sont attribués de manière exclusive aux multinationales françaises et à leur société. Il faut promouvoir, n'est-ce pas, les investisseurs locaux. Il faut promouvoir, parce que la France n'a pas la même arrogance sur l'espace anglophone que sur... Elle n'a pas la même arrogance sur l'espace anglophone, n'est-ce pas, la même arrogance qu'elle affiche sur l'espace francophone. Elle ne peut pas avoir cette même arrogance. Merci. Je pense qu'à un moment donné, donc, justement, comme je l'ai dit, et j'insiste là-dessus, il faut transporter la terreur sur leur territoire. Merci Albert Anatole ici. On vous sent justement en colère ce matin et on comprend parfaitement. Docteur Jean-Paul Bellec, jusqu'à preuve de contraire, le président français Emmanuel Macron a parlé la dernière fois de changement générationnel à la tête des États africains. Est-ce ce changement qui a commencé avec ce coup d'État du côté de la Guinée-Conakry? Peu importe ce que M. Macron fait, c'est une propriété privée des Rothschild. Ça, c'est le président Badakani qui nous le rappelle souvent. Donc moi, je pense que vous commettez une erreur en parlant de la France. Quand je dis vous, c'est la plupart des intervenants. Souvent, on parle de la France comme si c'était... Vous voyez, regardez la crise sanitaire en France actuellement. Vous voyez bien vous-même que ça ne va pas. Voilà. Donc il n'y a pas de la France. La France, elle est au service des Rothschild. En France, moi j'ai vécu longtemps en France. Donc je sais un peu de quoi je parle. La France a... comment dire, les Rothschild ont leurs représentants locaux qui gèrent la France. On les appelle le CRIF. Et ce CRIF, c'est lui qui désigne qui est le président. Macron n'a jamais été élu par les Français. Macron, je vais donner quelques exemples. C'est vrai que je risque d'être un peu long, mais je vais essayer de faire le plus court possible pour revenir à ceux que je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Allez-y, vous avez encore 7 minutes. Macron n'avait aucune représentation politique. Or, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on disait? C'était en 2017. On disait que le temps de parole accordé dans les chaînes de télévision mainstream dépend de sa représentation politique. Or, Macron a eu un très grand temps de parole. Autant que les partis comme l'UMP ou le Parti Socialiste. Et en se disant que des sondages étaient favorables. Non, les critères n'étaient pas les sondages. Non. Donc, vous voyez, ça veut dire que la France dont vous parlez n'a pas ce que vous dites qu'elle a. C'est les gens du CRIF et dont les Rothschild et les 13 familles là qui ont décidé que Macron aura ce temps-là. Et c'est eux qui contrôlent les chaînes et c'est eux qui donnent les résultats des sondages. Voilà, ils ont changé les règles du jeu et ils ont mis des résultats qui étaient favorables à Macron parce que c'est eux qui mettent. Voilà. Et on s'arrange pour que Marine Le Pen soit en face. Tout à fait. Et puis évidemment, là tu n'as plus rien à faire. On sait que la psychologie des Français sera qu'elle ne sera pas élue. Bon, c'est tout, voilà. C'est quoi ça, hein? Donc moi je dis que ces gens sont plus meilleurs en maths que nous. C'est les maths, c'est nos ancêtres qui les ont inventés. Alors, le problème des chefs d'État africains, qui vient même du fait qu'ils disent franc guinéen, franc congolais, franc malien, c'est l'absence de conscience historique. Je dis que aucun chef d'État africain digne de ce nom panafricaniste dans le futur ne devrait pouvoir mériter sa légitimité s'il n'a pas pris quelques leçons. Je ne parle pas de Jean-Paul Bellec, parce que dès que j'avais dit que Sonko doit venir prendre des leçons chez moi de mathématiques, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oui, celui qui va t'enseigner, il connaît Diop mieux que toi. Ça, c'est des bêtises. Chacun est à sa place. Et moi, j'assume ma place. D'accord? Donc quand je parle comme ça, c'est parce que je suis venu chez moi au pays, je suis rentré et je prends ma place. Alpha Condé aussi a assumé. Je connais ma place. Son coup d'État. Voilà. Bon, donc arrêtons de parler de moi, je vais donc revenir sur le sujet. Voilà, parce que ça gêne. Alors, je disais que la conscience historique, il faut lire Cheikh Anta Diop, à défaut de prendre des cours de mathématiques chez Jean-Paul Bellec. La conscience est décrite par Cheikh Anta Diop. Elle inclut d'abord le facteur historique, qui est le number one. Ensuite, il y a le facteur linguistique, qui est le number two. Et finalement, le facteur psychologique. Et c'est classé, c'est ordonné, parce que lors des mathématiques, et Diop avait une pensée mathématique, étant scientifique lui-même. Donc, ça veut dire que tu peux très bien utiliser le français, mais tu ne dois pas oublier les éléments historiques. Tu peux très bien ne pas danser le dombolo, ou danser le coupé décalé, je ne sais pas quelle autre danse africaine, mangabeu, tout ce que tu veux là. Mais, la rumba, mais quand même, au moins tu parles ta langue. Et même si tu ne parles pas ta langue, surtout tu n'oublies pas ton histoire, qui tu es, etc. C'est cette histoire-là. Donc, quand on dit franc français,
D'où vient le mot franc? C'est Philippe le Bel qui, au XIIIe siècle, introduit le franc pour les besoins de la guerre. Voilà. Et quand on dit franc, c'est le nom d'un peuple germanique. Les Francs. D'ailleurs, les Allemands, qui sont des Germains aussi, pour dire la France, ils disent Frankreich. Mot traduit, ça veut dire le royaume des Francs. Le premier roi franc en France s'appelle Clovis. Okay? Nous, on dit Clovis parce qu'on prononce la française. Mais c'est ce Clovis qui donne Louis. Quand on dit Louis, c'est pas lui, I-U, c'est ou Louis. O-U-I-E. Qui donne Louis, quand on parle anglais. Ça vient de Clovis. C'est un roi franc qui s'est converti au christianisme pour pouvoir régner en France. Donc quand on dit le franc français, ça se comprend, c'est dans leur histoire. Quand on dit le franc congolais, maintenant on se perd, on ne comprend plus. Parce que la référence historique est perdue. D'abord, je rappelle que nous sommes les inventeurs de la monnaie. Bon, je vais chuter donc. Je vais quand même donner quelques noms. Si c'est les noms qui manquent, on a le Deben, on a le Chati. Il y a le Jimbo. Il y a tout ça. Voilà, je vais seulement donner un nom les plus anciens. J'ai parlé de l'Égypte ancienne. Mais il y a le Jumbo, il y a tout ce que tu veux. Il y a le Kwacha, il y a tout ce que tu veux. Au Cameroun, même avant que les Allemands n'arrivent, on utilisait le Krou. Selon les dits du professeur Kingé qui a fait des recherches dessus, on avait un système douanier qui fonctionnait. C'est des trucs qu'on a seulement abandonnés. Bon, ok, je suis... Parce que c'est pour dire que le vrai problème, c'est la conscience historique. Et autre chose, il y a deux points rapidement. Un, le major là est là depuis 2018, donc à fois qu'on dit il faut arrêter. Hein. 2018, 2021, il s'est passé 3 ans. Pendant 3 ans là, tu n'as rien vu, tu n'as rien compris. C'est lui qui l'a nommé, c'est en 2018. Hein. Parce que là souvent quand on passe comme s'il a été nommé il y a à peine 1 an. Non, il a été nommé en 2018. Chef d'état-major. Autre chose, on ne peut pas parler, franchement, moi je dis que quand M. Alpha Condé, il parle du panafricanisme, sa langue pourrait se couper en 2 ou en 3 ou en 4 ou en 10 ou en 1000. Pourquoi? Parce que pendant qu'il parle du panafricanisme, ses frères Peul qui sont à côté, ou sous il fait la différence. On dit, comment ça se fait que c'est une contradiction qu'un Malinké fasse un coup d'état à un autre Malinké? Non, c'est divisé. C'est-à-dire que quand on est tribaliste, on peut aller, même dans la famille, on va faire du tribalisme. Vous comprenez? On va distinguer un tel, même dans sa propre famille. C'est une logique de division. Évidemment, comme l'étranger l'a divisé pour régner, il en profite. Voilà. Merci à Dr Jean-Paul Bel d'avoir été là ce matin. Merci à Les forces spéciales guinéennes dirigées par leur commandant, le colonel Mamadi Doumbouya, affirment avoir capturé le chef de l'État pour mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.